J'ai dit que la CPI venait de rendre sa décision sur l'appel que Jean-Pierre Bemba avait interjeté à la Cour pénale internationale. La peine est purgée, on peut reviser la peine, pas la décision, mais la peine. La décision reste, c'est la peine qu'on revisite pour dire, quand bien même qu'il est condamné pour 12 mois, nous voulons la radiation de la sanction qu'il a déjà purgée dans le but de blanchir les casiers judiciaires. Nous pensons qu'au mois de septembre, il va, comme stipule la convention de la MOCA, faire une activité de grande envergure. La réunion, nous commençons toujours par la situation du président national. J'ai dit que la CPI venait de rendre sa décision sur l'appel que Jean-Pierre Bemba avait interjeté à la Cour pénale internationale. Et la Cour vient de rendre sa décision pour dire que les avocats se sont appuyés sur l'article 81.2b du statut de Rome pour demander qu'on puisse annuler la décision de condamnation sous la subornation de témoins. Cet article, en réalité, reste à la discrétion du juge pour que s'ils se rendent compte qu'ils ont rendu une décision qui n'est pas correcte, d'eux-mêmes, ils peuvent se dire que la décision n'a pas respecté le principe. Ils peuvent inviter les parties à venir négocier pour revoir la décision qui est prise. Mais en réalité, nos avocats auraient dû s'appuyer sur l'article 84. L'article 84 du statut de Rome stipule que si une décision est rendue, la peine est purgée, on peut reviser la peine, pas la décision, mais la peine. La décision reste, c'est la peine qu'on revisite pour dire, quand bien même qu'il est condamné pour 12 mois, nous voulons la radiation de la sanction qu'il a déjà purgée dans le but de blanchir les casiers judiciaires. Donc c'est dans ce sens que les juges ont dit le droit par rapport à l'appel qui avait été fait sur l'appel. Parce que je vous rappelle ici qu'au niveau de la CPI, quand une décision est rendue, on fait l'appel et on fait l'appel sur l'appel. C'est ce qui a été fait parce que la décision avait été prononcée, nous avions fait un appel. De cet appel-là, les juges n'ont pas suivi, nous avons fait l'appel sur l'appel. Donc maintenant, la procédure est épuisée. Voilà, ça c'est concernant le président national. Le deuxième point, c'est la situation de la MOCA. Je disais aussi tantôt que la MOCA est une plateforme politique à partir du 27 avril 2019. Plateforme politique qui est née de la plateforme électorale qui avait proposé Martin Fayulu comme candidat président de la République. À partir du moment où les élections ont eu lieu, qu'on a rendu la décision des élections, nous avons dit que nous ne pouvons plus continuer avec la MOCA comme plateforme électorale, on devient une plateforme politique. C'est comme ça que le 27 avril 2019, on a transformé la MOCA plateforme électorale en plateforme politique. Et de là, on a désigné Moïse Katumbi comme premier coordonnateur avec l'alternance au sommet pendant 3 mois. Moïse Katumbi a accompli ces 3 mois. Le deuxième coordonnateur devait être le professeur Matungulu qui malheureusement nous a quittés en cours de chemin. C'est comme ça que le troisième ayant été Jean-Pierre Bemba, d'office, il devait couvrir le mandat de professeur Matungulu. C'est comme ça que du 29 au 30 juillet, nous avons été à Lubumbashi, où nous avons tenu la réunion de remise et reprise. Il s'est fait malheureusement qu'à cette période-là, comme Jean-Pierre Bemba avait des urgences en Belgique, il n'a pas pu participer à cette réunion et il avait été représenté par la secrétaire générale Maman F. Bazaïba. C'est donc F. Bazaïba qui a pris le flambeau de la MOCA au nom de Jean-Pierre Bemba. Donc Jean-Pierre Bemba commence le 30 juillet pour terminer le 30 octobre pour son mandat. Comme je dis tantôt, le mandat est de 3 mois. Alors, quelles sont les structures de la MOCA? La MOCA
a d'abord le présidium, ils sont 4 présidents qui président à tour de rôle comme coordonnateur. Ensuite, la MOUCA a un conseiller que je suis, le conseiller du coordonnateur que je suis donc le conseiller de Jean-Pierre Bemba. La MOUCA a le porte-parole qui est Chéribin Okende. Et la MOUCA a le secrétariat technique dirigé par Mme Georgette Biébie. Et enfin, la MOUCA a la cellule politique où chacun des 4 partis politiques désigne 2 membres, ça fait 8. Donc, la structure politique de la MOUCA comprend donc 10 membres. Donc, ce sont ces membres-là qui se sont réunis. Nous nous sommes donc réunis, les 10 nous sommes réunis à Lubumbashi pour constater la situation en analysant le bilan de Moïse Katumbi. Nous avons compris que Moïse Katumbi pratiquement n'a pas travaillé parce qu'on l'a empêché de faire le tour du Congo comme la convention le prévoit. On l'a cantonné à Lubumbashi, on l'a même empêché d'aller à Goma. Il a passé tout son mandat à Lubumbashi et il a passé le flambeau à Jean-Pierre Bemba. Donc, comme le président Bemba est le coordonnateur de la MOUCA, au 30 août, il aura accompli 1 mois. Nous pensons qu'au mois de septembre, il va, comme stipule la convention de la MOUCA, faire une activité de grande envergure pour matérialiser sa prise de flambeau. Nous sommes en train de préparer cette activité qui, heureusement ou incidentiellement, va coïncider avec l'anniversaire du MLC qui va se passer à Kisangani le 30 septembre de cette année. Donc, dès son retour, dès qu'il va approuver le calendrier de programme que nous sommes en train d'établir, il va donc organiser des activités pour matérialiser son mandat en tant que 2e coordonnateur de la MOUCA. Moïse a fait un mandat qui a été difficile pour lui. Comme Jean-Pierre Bemba prend le flambeau, il a demandé par courtoisie à chaque parti politique, parce que nous sommes dans la MOUCA désignés par nos partis politiques et nommés par le coordonnateur. Nous avons été nommés par Moïse Katumbi. Maintenant, Bemba doit nommer les autres. Donc, si un parti estime que son délégué qui est là ne convient pas, il faut le remplacer, il va donner un autre nom. S'il maintient ces délégués, ces mêmes délégués restent là, à ce moment-là, soit Bemba va valider les nominations ou il va prendre une autre décision pour nommer les gens. Donc, c'est cette étape que nous sommes en train d'attendre. J'ai parlé avec lui avant-hier, il a dit qu'il attendait d'abord le rapport de réunion que nous avons tenu à Lubumbashi. Dès qu'il va pénétrer le rapport, et puis il va prendre la décision qu'il faille pour son mandat. Troisième chose, je vais parler du MLC. Le MLC en tant que parti politique. Mais bien avant cela, je vais faire une clarification sur la dynamique de l'opposition parce que ici où nous sommes, nous avons appris que Martin Fayulu, parce que Martin Fayulu appartient à SID, mais il était candidat comme candidat désigné de la dynamique de l'opposition. Maintenant, la dynamique de l'opposition a changé de nom, la dynamique pour la vérité des urnes. Il a simplement changé de nom. Il a changé de nom parce que nous avons au niveau de la MOUCA l'expression clé pendant la campagne, c'était la vérité des urnes. Étant donné que les élections sont passées, nous avons estimé que nous restons dans la même logique, mais nous changeons les expressions. Nous avons dit le respect du choix des électeurs à la place de la vérité des urnes. Bon, comme c'est lui qui était candidat, il a en souffert dans sa chair, il veut s'accrocher à son expression, qui n'est pas mauvaise. Cette expression, il la passe dans sa plateforme politique, donc il change de nom qui devient dynamique pour la vérité des urnes. Donc il a simplement changé de nom, parce que peut-être les gens en apprenant peuvent penser que la MOUCA a disparu, que la dynamique venait chambouler les choses. Donc je crois que la logique c'est celle-là. Alors, au MLC, nous avons dernièrement tenu une formation idéologique où les jeunes qui venaient d'arriver au parti
le président fédéraux et les structures spécialisées des partis devaient recevoir les enseignements sur les MLC, parce qu'il faut savoir que le MLC est un parti politique qui reçoit beaucoup de gens. En principe, chaque fois que les gens s'embarquent dans les navires MLC, ils doivent s'inspirer de l'idéologie du MLC. C'est ce qui malheureusement n'est pas souvent fait, et c'est ce qui crée souvent les dissensions au sein du parti politique, parce que chacun croit avoir raison même s'il a tort. Alors, ici, je vais vous entretenir sur la matière que moi j'ai exposée. C'était la matière la plus essentielle de la formation. C'est sur l'idéologie, le programme, l'organisation et le fonctionnement du MLC. Alors, l'idéologie, au fait, c'est quoi? L'idéologie, c'est l'ensemble d'idées qu'un parti politique conçoit pour permettre à ses membres de regarder dans la même direction. C'est ce que nous appelons idéologie. Alors, le programme, c'est l'ensemble de la vision ou l'ensemble de réformes qu'un parti politique pense faire si ce parti politique n'est pas au pouvoir, pour que le jour où il sera au pouvoir, qu'il puisse l'appliquer. C'est ça le programme. Et nous, au MLC, nous avions un programme qui avait été écrit en 2003. Ce programme avait été écrit pour nous permettre à la conquête du pouvoir de l'appliquer si jamais Jean-Pierre était élu président de la République. Il s'est fait malheureusement que même on n'avait pas été élu président de la République, que ce programme-là a perdu son actualité. Parce que dans ce programme, nous avons fixé la hauteur du budget qui était très faible, mais autant d'années plus tard, nous sommes rattrapés dans notre position parce que le budget a dépassé ce que nous avons prévu. Donc nous pensons donc que ce programme n'est plus d'actualité. Et le président national, quand il était en prison, quand il est sorti, il nous a montré le programme que lui il a écrit. C'était un nouveau programme, mais étant donné que ce programme n'est pas encore finalisé, parce qu'il faut connaître les habitudes de la maison, quand un programme est sorti, il faut que ce programme passe par les collèges de fondateurs, que les collèges fondateurs l'adoptent, l'envoient au bureau politique et les bureaux politiques envoient au comité exécutif pour l'exécution. Étant donné que ce programme n'est pas encore vulgarisé, je ne peux donc pas parler de ce programme-là. Alors, le fonctionnement du parti, c'est le mode de gouvernance. Comment nous pensons organiser les MLC partis politiques comme un gouvernement dans les cas où nous serons au pouvoir. C'est la structuration du parti politique. Donc ce sont ces choses-là, c'est sur cela que je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, pour l'idéologie du parti, le MLC, en fait, dans son ensemble, l'idéologie s'assied sur 4 piliers. Vous avez les doctrines, vous avez l'emblème, vous avez la devise du parti. Donc, sur le plan de doctrine, notre doctrine du MLC se fonde sur 4 choses. Nous avons d'abord, sur le plan politique, nous avons les nationalismes, c'est-à-dire que le MLC prône une gouvernance où le pouvoir est concentré au niveau national, président de la République élu au suffrage universel direct, mais la forme de l'État, donc le régime c'est le régime présidentiel, la forme de l'État c'est la forme du fédéralisme, c'est-à-dire que nous avons un président de la République qui n'est pas responsable devant le Parlement, mais que le gouvernement qui est responsable devant le Parlement, mais le gouverneur dans des provinces doivent avoir une autonomie totale pour permettre aux provinces de se développer. C'est cette forme de l'État que nous prenons. Mais nous ne prenons pas le fédéralisme comme le régime, nous le prenons comme forme de l'État. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, nous prenons... le MLC veut que quand nous avons le pouvoir, que nous puissions laisser la liberté à tout le Congolais de pouvoir agir de sa manière tout en respectant les principes économiques du pays. C'est le libéralisme. Donc le libéralisme, nous disons que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, comme on dit dans la Bible. Nous prenons le travail pour que chacun
de nous puisse faire un effort de créer une entreprise, une micro-entreprise, une macro-entreprise. Et c'est à partir de ces conceptions, c'est à partir de ces entreprises qu'on fait faire développer un pays. Nous ne voulons pas dire, comme les socialistes, que celui qui ne veut pas travailler va bénéficier de l'effort de ceux qui ont travaillé pour une répartition équitable des richesses. Nous ne prenons pas ça. Donc nous demandons aux gens de pouvoir travailler. Et sur le plan social, nous prenons les solidarismes. Ici, le solidarisme, nous l'avons emprunté de député français François Bourgeois dans son livre Solidarité de 1896. Nous disons donc qu'il faut que nous puissions être solidaires entre nous. Solidaires entre nous, c'est-à-dire que le malheur de l'un puisse intéresser les types de solidarisme que nous prenons au MLC, et vous le verrez quand nous allons parler de couleurs. Enfin, c'est sur le plan philosophique. Sur le plan philosophique, nous prenons l'humanisme. L'humanisme, c'est-à-dire que l'homme au centre de tout. Tout ce que nous faisons, c'est au bénéfice de l'homme. Nous ne pouvons pas engranger des richesses pour le plaisir de le faire, afin de donner aux animaux, ou ne pas utiliser pour le bien-être de la population. Donc, nous disons que le MLC met l'homme au centre de tout. Donc ce sont ces 4 piliers-là qui constituent l'idéologie du MLC. Il faut savoir que ce qui différencie les partis politiques, c'est l'idéologie. Et nous, cette idéologie-là nous différencie des autres partis politiques. Il est vrai que si nous sommes tous dans une même idéologie, nous pouvons nous ressembler dans la manière de voir les choses. C'est comme ça que cela va se traduire dans les couleurs quand nous allons expliquer les couleurs. Alors, maintenant l'emblème, c'est la deuxième chose. La première chose dans l'idéologie, ce sont les doctrines. Nous avons 4 doctrines que je viens d'énumérer. Deuxième chose, c'est l'emblème. L'emblème du MLC est constitué d'une fourmi jaune à l'intérieur de la carte de la République démocratique du Congo dans un fond bleu. C'est ce que vous voyez devant nous. Ça, c'est l'emblème du MLC. Et dans l'emblème du MLC, vous avez ce qu'on appelle l'âme du MLC. L'âme du MLC, c'est la fourmi. Donc, toute personne qui est du MLC doit savoir que son âme repose sur la fourmi. La fourmi a 3 choses. La fourmi représente le travail, la discipline et la solidarité. Un emblème peut être un être, ça peut être un animal, ça peut être un symbole, mais qui représente une réalité abstraite. Donc nous avons une réalité abstraite de la fourmi. Quand je dis que la fourmi représente 3 choses, je commence par le travail. Le travail, c'est quand vous abandonnez un immeuble, par exemple, pendant 10 ans ou 20 ans, les fourmis vont ronger, quelle que soit la solidité de cet immeuble, l'immeuble va s'écrouler. C'est ça le travail. Donc nous poussons les membres du MLC à travailler. Deuxième chose, la solidarité. La solidarité, les fourmis n'abandonnent jamais leurs semblables. Ben Mamadi, quand il a pensé à cet emblème, la fourmi, il dit pendant la rébellion, il était assis. Il a vu le fourmi en train de marcher, il a pris un bâton, il a frappé. Quelques 2 ou 3 fourmis sont mortes. Les fourmis se sont dispersées. Et au bout d'1 heure, 2 heures de temps, les fourmis sont revenues, ont pris les cadavres de leurs semblables et sont partis. Et quand les fourmis partent, ils partent en ligne droite. Ça s'appelle la discipline. Donc c'est ça l'âme du MLC. Vous avez le travail, vous avez la solidarité, vous avez la discipline. Et la fourmi symbolise ces 3 choses. Donc nous pouvons donc dire l'animal totem du MLC, c'est la fourmi. Donc il faut que vous sachiez aujourd'hui que la fourmi représente 3 choses. C'est ça l'âme du MLC. L'âme du MLC. Celui qui ne sait pas expliquer l'âme du MLC n'est pas MLC. Donc il faut que vous sachiez pourquoi nous utilisons la fourmi. Et que la fourmi veut dire quoi? La fourmi veut dire les 3 choses. Dans cet emblème, nous serons conduits
à la troisième chose. Je vous ai dit, on a parlé d'abord de doctrine, on parle de l'emblème. Maintenant, la troisième chose, ce sont les couleurs. La couleur dominante du MLC, c'est la couleur bleue que vous voyez. La couleur bleue signifie la paix, la tranquillité. Nous disons donc que le jour où le MLC est au pouvoir, il va gérer les pays dans la paix et dans la tranquillité. C'est comme ça qu'on a choisi la couleur bleue. La couleur jaune représente la richesse d'un pays. Le MLC dit, les jours où il est au pouvoir, il ne va pas se servir de la richesse du pays pour aller donner aux étrangers. Cette richesse-là doit profiter aux Congolais eux-mêmes. Mais maintenant, ces deux couleurs, nous allons les retrouver dans tous les partis de droite. Le MLC est un parti de droite. Nous sommes des capitalistes, des libéraux, les conservateurs, le parti de droite. C'est ça les synonymes. Donc le MLC est un parti des conservateurs, des capitalistes, des libéraux, un parti de droite. Donc dans le monde, tous les partis du monde, tous les partis libéraux du monde, soit ils prennent la couleur bleue, soit ils prennent la couleur jaune, soit les deux à la fois. Donc nous avons pensé prendre les deux à la fois pour renforcer l'idéologie du MLC. Alors, l'emblème, on peut aussi l'appeler logo. On peut aussi l'appeler en anglais design. Ce sont ces choses-là qui caractérisent l'idéologie du parti. Et la dernière chose, c'est la devise. Notre devise, nous disons, avec Dieu, nous vaincrons. Cette devise veut donc dire que nous sommes un parti croyant. Très souvent, on dit que nous sommes un parti chrétien. Nous ne sommes pas un parti chrétien, nous sommes un parti croyant. Parce que chrétien veut dire ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais par contre, les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ. Ce sont des croyants, mais ils ne sont pas des chrétiens. Donc, pour avoir tout le monde avec nous, nous disons que nous sommes un parti croyant. Donc, on peut être musulman, on peut être ceci ou cela, mais quand vous croyez à un Dieu, cela dépend de quelle manière vous l'appelez. Mais à partir du moment où vous croyez, vous pouvez adhérer au MLC et vous pouvez renforcer notre idéologie. Donc, je vous disais que l'idéologie du MLC s'assied sur 4 choses. Je reprends: doctrine, logo ou emblème, la devise et les couleurs. Ces choses-là, vous devez les maîtriser parfaitement bien. Parce que ce sont ces choses-là qui différencient les partis les uns des autres. Vous allez vous rendre compte qu'au Congo, plusieurs partis existent. Mais quand vous regardez les couleurs que ces partis politiques utilisent, ces couleurs n'ont rien à voir avec leur idéologie. Je vais vous donner l'exemple de... Bon, est-ce que je donne un exemple? Bon, en fait, nous avons des partis politiques qui, par exemple, prennent la couleur blanche, alors que ce sont des partis de gauche. Les partis de gauche ont la couleur rose. Donc, vous comprenez tout de suite que ces partis-là n'ont pas réfléchi avant de se définir dans une idéologie pour que cette idéologie soit caractérisée par une couleur. Alors, nous avons un document que tout ce que j'ai dit c'est dans un document, on vous le donnera pour que vous puissiez reproduire et lire dans le détail ce que je suis en train de dire, parce que ce que j'ai oublié peut-être de vous dire au début, c'est que ce que j'ai dit, nous nous sommes appuyés d'abord sur la Constitution de la République, la loi numéro 004/015 du 15 mars 2004. Nous sommes encore appuyés sur le statut du MLC, les règlements intérieurs ordinaires et les règlements intérieurs particuliers. Nous nous sommes appuyés également sur le cours de management des organisations et le cours de philosophie politique. Donc ce sont ces bases-là qui nous ont permis de pouvoir concevoir ce que nous vous expliquons aujourd'hui. Maintenant, cette partie est terminée. Si c'est long, vous me dites que c'est long. Hein. Moi, quand vous me donnez la parole, si vous ne me contrôlez pas en dehors ici. Hein. Alors, deuxième étape, c'est l'organisation et le fonctionnement du parti politique, le MLC. Au MLC, nous avons des organes de décision
Nous avons également des organes d'exécution. Ces organes, nous les retrouvons au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Au niveau national, les organes de décision ou de conception, c'est d'abord les conseils de représentants. Deuxième organe, c'est le collège des fondateurs. Troisième organe, le bureau politique. Mais si vous lisez, j'espère que vous avez déjà lu les statuts, vous en avez déjà. Hein? Le statut du parti, parce que si vous n'en avez pas, mais à partir du moment où nous sommes devenus un parti politique, parce que c'est à partir du 5 avril 2003 que le MLC a quitté le statut de politico-militaire pour devenir un parti politique. Et en 2003, nous avons écrit au ministère de l'Intérieur pour que nous puissions obtenir l'agrément. C'est seulement en 2006 que nous avons obtenu l'agrément. Mais la loi dit que si vous demandez que votre parti soit reconnu, à partir du moment où vous avez le récépissé, si vous n'avez pas la réponse, 15 jours, 30 jours après, vous pouvez considérer qu'on a accepté. Donc c'est dans ces conditions que nous avons fonctionné tous ces temps-là et que c'est seulement en 2006 que nous avons obtenu l'agrément. Je disais donc il faut que nous ayons à l'esprit ce que c'est que le statut du MLC. Et dans le statut du MLC, le premier organe qui doit être le premier organe, c'est d'abord les conseils de représentants. Le deuxième organe, c'est le collège de fondateurs. Et le troisième organe, c'est le bureau fondateur. Il vous souviendra que pendant la rébellion, c'était difficile d'avoir tout le monde. Ce qui fait que dans les collèges de fondateurs, on a retrouvé quelques provinces qui avaient un grand nombre de membres. Cela s'explique parce que à ce moment-là, le MLC est né à Kisangani, il a évolué jusqu'à aller à l'Équateur, jusqu'à la porte de Mbandaka. Donc les gens que l'on a trouvés dans ce coin-là, ce sont ces gens-là qui ont créé le MLC, plus quelques amis comme Olivier Kamitatou, qui m'a appelé pour constituer le MLC. C'est comme ça que, en faisant du MLC parti politique, on a coopté les autres membres pour en faire un membre du collège de fondateurs. Je suis aussi membre du collège de fondateurs. Alors, au-delà de ce que les membres du collège de fondateurs sont ceux qui ont signé le statut, ceux qui sont cooptés comme collège de fondateurs et qui aussi signent le statut en cette qualité-là. Le troisième organe, c'est le bureau politique. Le bureau politique, c'est un organe de décision également qui se réunit 2 fois l'an. Donc chaque 6 mois, il faut qu'on ait les réunions du bureau politique. Les bureaux politiques, c'est l'ensemble de tous les institutions. Alors, je donne la parole, c'est là pour juste diriger le débat. Est-ce que si on a des questions de clarification par rapport à votre intervention, on peut le poser ou pas? Je pense que c'est... Tout ce que je vous dis là, c'est dans le statut. Donc il faut faire un effort d'avoir le statut. Hein? Chaque membre qui vient au MLC, il signe sa fiche d'adhésion au parti, il a la carte du parti et puis il a le statut. Donc quand vous avez ces 3 choses, vous êtes dans le parti. Mais au-delà de ça, j'ai un autre document, parce que ce que je vous explique, par exemple la fourmi, tout ça, vous n'avez pas ça dans le statut. Ça, vous n'avez pas, mais j'ai un document que j'ai amené qui explique ces choses-là. Alors, tout ça là, l'idéologie, vous avez ça dans les statuts. Mais ça, j'ai expliqué pour vérifier. Alors, vous demandez si les élus du MLC vont siéger ou pas. Au niveau de l'Assemblée nationale, les députés nationaux, compte tenu du fait qu'on a connu une vague d'invalidation des députés nationaux, les MLC, disons que l'opposition dans son ensemble avait décidé de ne pas participer, ne pas siéger. Il s'est fait qu'on est parti en vacances, on a convoqué la session extraordinaire, l'opposition maintient sa position, mais avec une seule différence, c'est que on va siéger pour la validation de mandat et que si jamais on estime que les mandats de celui que l'on veut valider n'a pas été élu,
on va chahuter, quoi, on va s'opposer à ça. Mais pour l'installation du gouvernement, l'opposition ne va pas siéger. C'est ça la logique. Par contre, nous au Sénat, nous avons connu de sénateurs qui sont invalidés, mais qui par la suite sont revalidés. Au fait, nous n'avons pas de revendication au Sénat. Les sénateurs, tous ceux qui avaient été élus et invalidés, ont de nouveau été validés. Nous n'avons pas de revendication. Mais ce que nous pouvons peut-être faire, c'est par solidarité avec nos collègues de l'Assemblée nationale, pour ne pas, par solidarité, on peut le faire. Deux, il faut savoir que le Sénat, c'est un organe de stabilisation. Le Sénat, c'est le seul organe au pays qui ne peut pas être dissous. C'est le seul. Personne n'a qualité de dissoudre le Sénat. L'Assemblée nationale peut être dissoute par le président national. Il entre en contact avec le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Il accepte, on dissout l'Assemblée nationale. De la même manière, au niveau de l'Assemblée provinciale, si 3 fois vous faites une motion de défiance contre le gouvernement que ça ne marche pas, vous dissolvez l'Assemblée provinciale de droit. De la même manière, le gouverneur, le président peut lever le gouverneur de ses fonctions. Par contre, aucun article des statuts ne permet à qui que ce soit de dissoudre le Sénat. Donc nous sommes une institution de stabilisation. Je vous renvoie ici en 2015, c'est grâce au Sénat que le pays a été sauvé, parce que l'on voulait changer la constitution pour permettre à Kabila de se représenter. Au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ont séché, n'ont pas participé au débat, mais au Sénat, l'opposition n'a pas séché, a participé au débat et on a freiné l'élan de révision de la constitution. Donc, au Sénat, nous avons une autre philosophie. Nous allons regarder, notre rôle c'est de stabiliser, parce que nous n'avons peur ni du président, ni du Premier ministre, ni de qui que ce soit. Nous sommes, ils peuvent tous partir sauf nous. Même le président de la République, on peut le mettre en accusation. Vous mettez le président en accusation. Donc, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent mettre le président en accusation, le président part. Donc, les présidents, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale et le gouvernement peuvent partir sauf le Sénat. Vous comprenez? Donc, par cette fonction-là, nous regardons l'intérêt de la République et on va jouer. Donc, au moment venu, on verra ce qu'on pourra faire. Alors, la MOUCA, par rapport à ses objectifs, accéder au pouvoir, c'est vrai. L'article 6 de la Constitution dit le rôle d'un parti politique. Premièrement, c'est concourir au suffrage, au pouvoir, par les moyens légaux, renforcer la conscience nationale. Et troisième chose, la formation civique de la population. Ce sont ces trois fonctions de tout parti politique. La MOUCA, en tant qu'organisation politique constituant les partis politiques, a les mêmes objectifs. Il faut concourir pour avoir le pouvoir d'une manière démocratique. Mais il ne faut pas le faire par compromission. Nous sommes dans une situation où le président de la République, qui est proclamé par la Cour constitutionnelle, ce n'est pas celui qui avait été élu. Vous comprenez? Nous pensons donc que nous ne pouvons pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas élu. Nous ne pouvons pas travailler avec lui. C'est comme ça que pour entrer dans un gouvernement, il faut prendre une ordonnance du chef de l'État. Nous ne pouvons pas travailler par ordonnance, ni être mandaté dans une entreprise, ni être ministre, parce que cela demande l'ordonnance du chef de l'État. Mais nous participons à l'exercice du pouvoir au niveau d'élection. C'est-à-dire que si vous êtes élu sénateur, vous êtes élu député national, député provincial, vous travaillez. Mais pas par ordonnance de quelqu'un qui n'est pas, nous disons qu'il n'est pas élu, par son ordonnance, vous pouvez travailler. Donc, maintenant, là, nous ne pouvons pas entrer au gouvernement parce qu'il va nous mettre par ordonnance. Donc, c'est quelqu'un que nous récusons, nous ne pouvons pas accepter sa signature. Alors, pour les fédérations, en réalité, je vous ai dit dans l'historique, quand le MLC était un parti politico-militaire, il a conquis des territoires en territoire. On a estimé que si on continue comme ça, le pays va s'embraser et les populations vont souffrir. Il faut arrêter, il faut s'entendre pour unifier les choses. Nous avons accepté pour venir tous à Kinshasa, et tous les présidents fédéraux à l'époque sont venus avec le président national. Mais que par la suite, nous avons estimé que ça ne servait à rien que le président fédéral puisse continuer à rester à Kinshasa. Il faut qu'il gère leur parti là où il se trouve.
Donc en réalité, la logique voudrait que le président fédéral reste dans les provinces d'origine, dans les fédérations. C'est ça la logique. Mais en dehors de ça, ce n'est qu'une exception. Mais la logique, c'est qu'ils doivent rester, un gouverneur doit rester dans sa province pour gouverner dans sa province. Un chef de l'État doit rester dans son pays pour gouverner dans son pays. Donc la logique voudrait que tous les présidents fédéraux restent dans leur fédération d'origine, y compris de province. Voilà. Et Bruxelles, je garderai un peu ma dernière qualité après, parce que là, je préfère intervenir à ce titre. Monsieur le Président interfédéral, honorable, d'abord c'est un plaisir de vous accueillir ici à Paris, dans cette chaleur qui surplante. Bientôt on sera à l'hiver. Il a l'habitude. Voilà. Donc là, mes questions se portent d'abord sur votre intervention. Vous avez parlé de la MOCA et aussi du MLC. La MOCA en tant que plateforme électorale, la MOCA en tant que plateforme politique. On a vu effectivement qu'il y a eu beaucoup de problèmes lors de la conversion de la MOCA, de la plateforme électorale à une plateforme politique. Quand bien même que la déclaration de Bruxelles a été faite de pouvoir le convertir en plateforme politique, on a vu ce qui s'est passé dans l'après. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont conduit le combat à part, particulièrement le président Fayoulou, dont vous avez dit ici, vous avez distingué effectivement que comment dirais-je, le combat contre la vérité des urnes n'est pas la vision de la MOCA, c'est la vision dynamique d'opposition qui s'est convertie en dynamique de vérité des urnes. Donc déjà là, il y a un problème, il y a un problème au sein de la MOCA. Déjà, moi je relève ici, à la lumière de votre intervention, que déjà par ce qui a porté la MOCA au fonds baptismaux, c'est-à-dire à Genève, c'était déjà une alliance contre nature, parce que on rassemblait là les libéraux et les démocrates. Le MLC est un parti libéral, un parti de droite, l'UDPS c'est un parti de gauche. Comment voudriez-vous effectivement dans une même alliance sans pour autant vivre ce que nous avons vécu à Genève et par la suite nous continuons à les vivre aujourd'hui? Donc on a par exemple le président Fayoulou qui vient de la gauche, n'est-ce pas? Alors que le MLC est un parti de droite. Le président Moïse Katumbi, je pense que lui aussi serait de la gauche. Et donc, heureusement. Je ne connais pas la position du président Matungoulou et autres. Et Mboussa Nyamwisi et tout. Donc, ça veut dire que déjà, c'est une alliance contre nature qui, de facto, ne peut pas fonctionner entre des gens qui sont des bornes différentes, gauche et droite. On peut le faire dans une coalition de gouvernement, mais une coalition politique, ça ne marchera pas. J'aimerais que là, vous m'éclaircissiez un peu par rapport à cette alliance. Je pense que le problème de la MOCA se trouve naturellement dans cette alliance-là. Alors, à ce titre, comment voulez-vous pérenniser cette vision de la MOCA au-delà de ce que nous avons vécu? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, quelle était la stratégie électorale de la MOCA? Est-ce que la MOCA avait-il des visées pour gagner des élections? Ou alors la MOCA s'était inséré dans le processus électoral pour que celui-ci ne puisse pas avoir lieu. Parce que moi je ne parle pas à mon titre personnel, mais je parle aussi au nom de tous ceux qui ont suivi la campagne électorale. Parce qu'entre nous soit dit, la MOCA a fait la campagne contre la machine à voter. Le mot d'ordre pour aller voter avec ou sans machine à voter est arrivé vers le 21 décembre, alors les élections devaient avoir lieu le 23. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que réellement la MOCA avait une stratégie de gagner des élections ou pas? S'il avait des stratégies, donnez-en ces stratégies qu'il avait, parce que sur terrain, on n'a pas vu ces stratégies-là pour gagner les élections. Alors, autre préoccupation, c'est par rapport à MLC. MLC qui prône dans sa vision politique un État fédéral. Déjà, la Constitution de la République constate un État fédéral. Nous fonctionnons déjà comme ça, un État fédéral fortement décentralisé. Mais malheureusement, sur le plan du concret, on ne sent pas cette décentralisation-là. On ne le sent pas. Qu'est-ce que MLC compte ramener lorsqu'il sera au pouvoir, alors que cela existe déjà? Alors le MLC voudrait effectivement l'appliquer. Parce que par exemple, je vous dis, en ce qui concerne les taxes qui sont perçues par les entités administratives décentralisées. Nous ne sommes pas pour la vérité des urnes et que c'est le combat des Fayoulou. Non. Il faut lire l'article 2 de la convention créant la MOCA. Cette convention a été signée par 7 membres.
C'est le point 2. Le premier point de cette convention parle de respect de la Constitution, essentiellement dans ces articles intangibles, l'article 220. Le deuxième point des objectifs de la MOUCA, le deuxième point parle du respect du choix de la population. C'est-à-dire quoi? C'est une même réalité, c'est la même sémantique avec des expressions simplement différentes. Donc, il ne faut pas dire que c'est dans les objectifs même de la MOUCA où on retrouve le mal. Non, c'est exactement la même chose. Nous avons dit, les élections sont passées, Fayulu a gagné les élections, on l'empêche de gouverner. Donc, Fayulu n'ayant pas l'effectivité du pouvoir, mais celui qui a gagné les élections, on l'empêche lui de gouverner. Nous disons donc que nous ne sommes plus à l'étape des urnes. Urne signifie élection. Mais les élections sont terminées, il n'y a plus d'urnes. Maintenant, ce qui reste, c'est la volonté. Ce que vous avez fait dans les urnes sont transformés en volonté. Donc, nous avons dit, quand on parle des urnes, c'est comme si nous sommes encore dans les élections. Les élections sont terminées. Maintenant, nous sommes dans le résultat. Ces résultats-là ne reflètent pas la volonté du peuple. C'est comme ça on enchaîne. Donc, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas ce qui nous divise. Alors, vous dites que le combat de la MOUCA, vous pensez que ce n'est pas le combat de tout le monde parce que au niveau de Genval, dans la conception même de la MOUCA, c'est... Non. Donc c'est ce que je venais de vous expliquer tantôt dans la... Pardon? La MOUCA c'était Braine-l'Alleud, pas Genève. C'était à Genève qu'on a créé la MOUCA. Non, Genève, j'ai dit Genève. J'ai dit Genève. Stratégie électorale, la stratégie de la MOUCA par rapport aux élections, comme plateforme électorale, vous avez comme l'impression que nous ne voulions pas des élections. On ne voulait pas gagner les élections. Nous ne voulons pas, oui, c'est dit, on n'a pas gagné les élections, nous ne voulons pas des élections. Il faut savoir, en politique, il y a deux choses en politique. Il faut distinguer ce que nous disons, ce que nous faisons par rapport à l'objectif que nous visons. Il y a des fois en politique, vous tenez un langage, les gens croient que c'est utopique. Mais c'est par l'objectif qu'il faut atteindre. Vous savez qu'on a brûlé les machines à voter. Pourquoi on a brûlé les machines à voter? On a brûlé les machines à voter pour nous dire que comme il n'y a plus de machines à voter dès qu'il n'y aura pas élection. Et pousser un deuxième glissement. Nous avons compris, parce que comme nous refusons la machine à voter, il faut comprendre ici qu'à un moment donné, on a accusé Fayulu d'avoir utilisé les gens pour brûler les machines à voter. C'est ce qu'ils ont pensé. Donc, eux-mêmes, en ayant brûlé les machines à voter, pour que nous puissions dire, bon, maintenant que vous parlez de machines à voter, il n'y en a pas, retardons les élections. Nous, on a dit, ah bon, nous allons aux élections maintenant avec votre machine à voter. C'est une stratégie politique. En politique, il ne faut pas être statique à un moment donné, il faut bouger. Parce que si on n'avait pas bougé, on avait dit non, vous teniez sous machine à voter, nous on refusait, maintenant vous avez brûlé, prenez encore une année, et ils allaient gagner. Donc c'est ça la stratégie. Donc on ne voulait pas de la machine à voter, mais ça les a poussés à brûler la machine à voter. Vous avez compris? Donc c'est nous qui avons gagné. Nous allions aux élections, nous voulons les élections, nous voulons gagner les élections. Et nous avons gagné les élections. Ce qui nous manque, nous, c'est l'effectivité de gouverner parce qu'on n'a pas d'armée, on a installé quelqu'un d'autre. C'est seulement ça. Alors, vous dites que vous trouvez très mal comment le MLC la gouvernance. Ils font les alliances pour dire au MLC c'est Bemba. Il est de gauche ou de droite, ça les intéresse peu. Ils disent par exemple que Félix Tshisekedi, il est de gauche. Il est Sakarud autant. Il est de gauche, ça ne les intéresse pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que je vous ai dit ici, les débats sur l'idéologie des partis, on ne la tient jamais. Mais le problème, c'est au niveau du programme du gouvernement. Voilà pourquoi de temps en temps, on peut être un parti de centre-gauche, de centre-droite comme les MLC. Le point de rencontre, c'est le centre. Vous regardez aujourd'hui PPRD.
PPRD était un parti socio-démocrate de gauche, n'est-ce pas? Cela veut dire que les entreprises telles qu'elles fonctionnent comme dans un régime capitaliste ne devaient pas fonctionner comme ça. Mais la politique du PPRD, c'est la politique de droite. C'est la politique de droite. Mais eux, ils sont de gauche. Ils ne l'appliquent pas. Donc au Congo, le parti ne gouverne pas par rapport à leurs idéologies. Pas du tout. Donc cette réflexion-là, c'est une réflexion élitiste que les partis politiques n'ont pas. Vous êtes MLC aujourd'hui, sur ce que l'on a comme membre du MLC, très peu peuvent savoir que les MLC est de droite. Très peu peuvent le savoir. Et très peu au PPRD peuvent savoir qu'ils sont de gauche. Mais eux, ils viennent pas par rapport à l'idéologie, par rapport au charisme de dire celui qui incarne le parti, c'est qui? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Voilà pourquoi les gens viennent. Donc, ce n'est pas une alliance contre nature, non. Nous faisons des alliances par rapport à celui avec qui nous pouvons cheminer ensemble. Et à ce moment-là, quand vous faites un programme de gouvernement, un programme de gouvernance, vous pouvez aménager ceci ou cela, puis vous allez ensemble. Aujourd'hui, là, c'est par hasard, PPRD, UDPS, ils sont tous de gauche, mais ils se sont rentrés dedans pendant des années. Comment voulez-vous que le PALU qui est de gauche pouvait ne pas être ensemble avec l'UDPS, qui sont tous de gauche? Ces choses-là ne sont pas appliquées au pays. Donc les gens voient les animateurs et l'objectif à atteindre, c'est quoi? C'est gouverner. Voilà. Ce que je peux ajouter, c'est Oui, je vous en prie. porter une personne au pouvoir qui est pour mettre la politique ensemble. Voilà. Hein? Exactement, c'est ça. C'est ça les alliances au Congo. Bien. À des groupes de folkloriques qui n'ont pas le président, Doigt Noir, le conseiller, Féroce, le secrétaire Nagaoussa. Hidar qui nous n'a pas fait gêner, comme y'a mis Bogari. Moi, on n'a pas fait gêner pour nous Wabusa Sumsu. Dungoma pour nous Maboke. Kamon pour nous Gali. Mulangi pour nous Mayel. Bene champion Mutoko. L'autre n'est ming mi quoi là. Dégluan nous Nwambi. Malu muge, malu muge, malu muge ngobe, malu muge mundeze. Malu muge, malu muge ngobe, malu muge mundeze. Ukeri malemba tego lo duga dadi negige, pesa kuduga di boga se malu muge mundeze. Malu muge, malu muge ngobe, malu muge mundeze. Ukeri malemba tego lo duga dadi negige, pesa kuduga di wabuso malu muge mundeze. Malu muge, malu muge ngobe, malu muge mundeze. Nakoma kolele we ma, nakoma kolele ngombe malu muge mundeze. Malu muge, malu muge ngobe, malu muge mundeze. Nakoma kolele we mama, imona kanima we ngombe malu muge mundeze. Bonjour, bienvenue chez nous, chez Eswakar Export. Nous envoyons des véhicules et des conteneurs dans tous les pays d'Afrique. Nous sommes situés au 5 allées des Guyane, 93 240 à Stein. Les conteneurs atterrissent à Boma et Matadi. Vous pouvez mettre à l'intérieur toutes sortes de véhicules et de matériaux. Nous sommes situés près de Paris. Nous avons le T11, le 253 et le 270. Tout contact sera affiché en bas de l'écran. Nous vous remercions, venez nombreux, nous sommes à votre service. À des groupes de folkloriques qui n'ont pas le président, Doigt Noir.
Bana Paris, Bana Mokili Mobimba, là on est chez Djino Belly Couture. Djino Belly Couture au Boyoga Sango, dans la place de Paris, place de la République, entre République et Strasbourg-Saint-Denis. Bana Mokili Mobimba, Sobolingo Lata Kitoko, Foboyaga chez Djino Belly Couture. Djino Belly Couture, nulle part ailleurs. Kaka Awa, ma soleza ko Karamanakati à Paris Awa. Bana Mokili Mobimba, so ou à Londres, ou à Belgique, so les na Djino Belly T, donc au Bibi Logoté. Faut passer chez Djino Belly Couture. Ah, tout ça là, bah prix, il y a normal, bah prix africain, consommé africain. Pour mon salaire, ils avaient côté Parce que dans tous les pays, il faut tenir compte du fait que nous sommes africains. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, donc il faut tenir compte de ce paramètre-là. Donc on a papa lobby, donc on a pris tout, ça, on n'est que africain. Si on a ça là, ma papa, tout ça là, ma papa, tout ça là, ma chemise, tout ça là, ma costume, on fait un peu du tout, ma costume est ngoyo, biloko tout ezali, donc bande konanga, bon dingo la takito ko fobo de Djino Belly Couture, nulle part ailleurs. C'est le fruit de notre travail. Mo sala ya ngoyo. Djino Belly Couture, c'est le meilleur. Nazo pesa bino adresse, c'est le 36 rue Mesley. Donc sur Bolingi, c'est entre République et Strasbourg. Après pour côté là, ba numéro de contact, là c'est ya écran. Mbote Mokili Mobimba, bana Paris, bana Mokili Mobimba, awa tozana Djino Belly Couture, place de la République. Ba mama, ba papa, boleka na Djino Belly, bilele voit tout. Ce que boleki awa te wana mabea, vacances ezoya, ba diatons na kati ya kim na kati ya Afrique Mobimba, boya Djino Belly Couture, ba mama pe boya, ba robe soirée yali sur mesure, ba robe de mariage, boleka Djino Belly aleki ndeli kolo. Bon ba playboy ba bansoni tate, là ba playboy ba bansoni affaire benebeli zalta mona croisé quand tout ça donc ça peut nous mouiller en fait. Quand l'on est en train de monter à côté, malala comme Memuna, affaire des jeunes Zao, Djino Belly Couture, affaire des Alta, Mona c'est beau. Ça peut nous mouiller, on a besoin de la ça peut nous mouiller. Vraiment, c'est une seule adresse. Là, on vient de vous dire que nous sommes dans la rue Mélé, numéro 36. Donc, c'est là vraiment vous allez venir. C'est là vous allez venir acheter tous vos besoins en vêtements, en smoking. Comme en costume. Merci, je vous aime. Là, je suis en billet en Djino Belly, rayon de tennis, comme vous le dites vous-même. Là, voilà, c'est en 3 pièces. Une pour les meilleurs, Nico Business Car number 1, Nouvelle Jérusalem. Nico Business, les meilleurs, oui les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business, l'exemple, oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem, Nico Business Car, Nalobi Boya Awawa, Borozala Décité, Mituka Nyoso, confort, garantie attirée, kilométrage normal. Mituka Yote na prix à bien, en plus incomparable, prix abordable. Nouvelle Jérusalem, chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est pas de la machine. Voyons, c'est qui la motoka? Putain, putain.